Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la seconde partie de notre podcast consacré à Gracchus Babeuf et à la conjuration des égaux. Rappel de la situation. Nous sommes en avril 1796, au début du Directoire, régime politique qui a maille à partir avec d'un côté la réaction royaliste et de l'autre les nostalgiques de l'an 2. La France est en guerre, Bonaparte guerroie en Italie avec succès. Sur le plan intérieur, les difficultés économiques ont des retombées sociales terribles. La France se divise entre ventre creux et ventre doré. Une nouvelle élite étale au grand jour son opulence avec arrogance et provocation. Gracchus Babeuf est né pauvre, il sait la misère et le malheur qui frappent les plus humbles. Sa conscience politique s'est forgée au gré des vicissitudes de sa propre existence. La Révolution l'a enflammé, il est de tous les combats, et le journalisme lui a offert la possibilité de dérouler sa pensée politique. Emprisonné à maintes reprises, c'est en prison qu'il rencontre les futurs conjurés. En avril 1796, plus déterminé que jamais à encolérer le peuple, il écrit « Loin de nous cette pusillanimité qui nous ferait croire qu'il nous faut toujours avec nous des gouvernants. Je vous dis et vous le répète, c'est une erreur de croire que vous ne pouvez rien seul et par vous-même. Jamais il ne sera rien fait de grand et de digne du peuple que par le peuple, et où il n'y aura que lui. Ainsi nous irons tous ensemble, le jour du peuple, à une victoire sûre, à la suite et sous l'unique direction des hommes du peuple, lorsqu'ils nous marqueront ce jour heureux. » La conspiration des égaux est conçue comme un moyen et non comme une fin. En effet, les conspirateurs n'attendent pas d'elle la chute du régime directorial. Cette conspiration doit déboucher sur une insurrection populaire que la conspiration a pour mission de préparer, de provoquer et d'organiser. La conspiration est probablement précédée d'une longue période de préparation. Préparation politique avec la recherche d'alliances et préparation doctrinale. La conspiration en tant que telle s'écoule entre la mise en place de l'organisme directeur de la conspiration, le 30 mars 1796, et l'arrestation des conjurés le 10 mai 1796. Le 30 mars voit la mise en place du Directoire secret exécutif de salut public, avec Babeuf, Antonel, Sylvain Maréchal, Félix Lepelletier. Ils sont rejoints ensuite par D'Arthez, Buonarroti et Debon. Le Directoire se méfie de quelque chose et fait voter, sans débat, la loi des 16 et 17 avril 1796. Cette loi punit sévèrement toute provocation aux atteintes contre la sûreté de l'État. Le Directoire veut prévenir les complots, surveiller les clubs et réprimer les appels à l'insurrection. Cette loi vise donc directement les discours appelant au soulèvement. Cette loi vise les écrits jugés subversifs, les réunions suspectes, les tentatives de renversement du régime. À vrai dire, le projet de la conjuration est connu du Directoire. Barras, notamment, est informé de ce qui est en train de se jouer. En effet, il dispose d'indicateurs, mais aussi de relais personnels, de relations qu'il a conservées parmi d'anciens réseaux. Et cela lui permet de suivre de près ce qui est en train de se tramer. Cela dit, bien qu'informé, le Directoire n'évalue pas les menaces de manière équivalente. Barras, puisqu'on parle de lui, craint surtout les royalistes. Depuis l'épisode de 1795, depuis cet épisode d'octobre 1795, et l'insurrection de ces derniers contre la Convention. Et Barras craint moins les sans-culottes. Ceux-ci, en effet, ont été durablement écrasés en avril et mai 1795, un an auparavant, quand ils revendiquaient à la fois des mesures frumentaires et la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire qui applique la Constitution de juin 1793. Les sans-culottes, pour lui,
cesse donc d'apparaître comme une menace politique centrale. Mais de son côté, Lazare Carnot, autre directeur, est informé en détail du complot, notamment par l'intermédiaire d'un des conjurés, un traître. Le 4 mai, Carnot reçoit une lettre du dénommé Grisel qui lui écrit « Citoyen président, depuis plus d'1 mois, j'ai connaissance et je suis initié par une conspiration contre le gouvernement. Mais j'ai cru devoir, avant de le révéler, d'attendre que j'eusse acquis assez de lumière sur cette conspiration pour en connaître les principaux chefs, etc., etc. » Carnot est un ancien membre du comité de salut public et il semble mettre une forme d'acharnement à exorciser ce passé. On pourrait dire qu'il fait figure de repenti zélé. Carnot, au sein du directoire, est appuyé par le tourneur, par la Revellière Lépeau, mais Rebeul adopte une attitude plus distante par rapport à ce qui se trame et il aurait tendance à laisser faire. À ce stade, on peut dire que le directeur Carnot, devient la figure de proue de la lutte contre les terroristes. À travers lui, la bourgeoisie de l'an 3 semble vouloir donner à l'affaire Babeuf le caractère d'un épouvantail. Sans rentrer dans trop de détails, disons que les hommes de la Conjuration sont arrêtés par la police, donc le 10 mai 1796. Selon les historiens, l'opinion publique ne retient de cette conspiration que quelques noms, essentiellement ceux d'anciens conventionnels. On y retrouve notamment le fameux Drouet, connu pour avoir identifié Louis XVI à Sainte-Ménéhould au moment de l'affaire de Varennes en juin 1791. On y retrouve Robert Lindé, qui est un ancien membre du comité de salut public, chargé notamment des questions d'approvisionnement pendant la Terreur. Pour l'opinion publique, cette conjuration manquée est perçue comme le dernier sursaut du jacobinisme, comme si toute tentative révolutionnaire était maintenant immédiatement assimilée à ce passé. De ce point de vue, l'opinion publique n'a pas perçu l'originalité de cette conjuration. Alors, le procès a lieu l'année suivante, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Le procès a lieu de février à mai 1797 et non pas à Paris, peut-être pour des raisons de sécurité. Mais que craint-on pourtant de ce peuple fatigué, de ce peuple affamé? Serait-il encore capable d'un glorieux sursaut? Le procès compte 65 inculpés et malgré les éléments accumulés contre eux, il nie l'existence même du complot. Et au final, seul Gracchus Babeuf et Augustin d'Arté sont condamnés à mort et exécutés le 27 mai 1797 après avoir tenté de se suicider. 7 accusés sont condamnés à la déportation, parmi lesquels le fameux Filippo Buonarroti, et tous les autres sont acquittés. On aurait presque l'impression que le tribunal a été clément si l'on songe à des temps plus anciens, mais pourtant pas si vieux. Faut-il y voir une forme de solidarité au sein du milieu des anciens conventionnels? Et cela nous renvoie directement à ce que nous avons évoqué dans notre podcast sur le directoire. Les hommes du directoire, comme ceux de la Convention, d'après la chute de Robespierre, sont pour beaucoup issus de la Convention nationale. Alors, voyons maintenant, si vous le voulez bien, quel regard nous pouvons porter sur cette conjuration. Cette conjuration ratée permet notamment à Carnot, membre du directoire, de mettre en scène, disons, le premier péril rouge de l'histoire moderne, appelé à se reproduire souvent par la suite. Déjà en avril 1796, le directoire avait fait placarder une proclamation rédigée par la Revellière Lépeau et envoyée au département. Ils veulent mettre en activité le code atroce de 93, opérer le partage de toutes les propriétés, même des ménages les plus simples et de la plus petite boutique. Ils veulent le pillage. Ils veulent en un mot relever des échafauds et se baigner comme jadis dans votre sang pour se gorger de vos richesses et du plus mince produit de vos travaux. Voilà ce qu'écrit la Revellière Lépeau. On peut dire,
surtout, que ce qui demeure de cette conjuration, eh bien, ce sont les idées. Et que l'importance de la conjuration ne réside pas dans son efficacité politique éventuelle et immédiate, mais dans les idées qu'elle laisse. Nous l'avons vu, Filippo Buonarroti publie, à la fin de la Restauration, le fameux ouvrage « Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf », ouvrage publié en 1828 à Bruxelles. Le livre a joué un rôle décisif dans la postérité du babouvisme. Il en fait un récit fondateur. Et Filippo Buonarroti transforme cet épisode en héritage politique. Les souvenirs de 1793 et de son gouvernement révolutionnaire se transforment en vision d'avenir. L'égalité est pensée comme le sens même de la révolution, comme une loi même de la nature. Le premier besoin de l'homme est donc le but de la société. La révolution a vu l'objectif, mais elle ne l'a pas atteint. Filippo Buonarroti élabore, de façon historique, les raisons de l'échec de cette conspiration. Et il s'appuie sur une idée déjà présente dans les textes de 1795, qui fait le lien entre babouvistes et néo-robespierristes. La Révolution a été confisquée dès ses débuts par des groupes assimilés aux aristocrates. Comme l'écrit Georges Lefebvre, les sans-culottes constatent que l'ordre nouveau, institué en 1789, conserve l'inégale répartition de la richesse et procure à la bourgeoisie la maîtrise de la politique et de l'économie. De ce fait, les sans-culottes ne sont pas libérés de la sujétion. Autrement dit, la Constitution de l'an 1, adoptée après la chute des Girondins en 1793, ainsi que le gouvernement révolutionnaire de Maximilien Robespierre, apparaissent comme le moment où le pouvoir est rendu au peuple, le moment où l'égalité redevient centrale. Puis survient le 9 Thermidor, la chute de Robespierre, qui marque la rupture. Et là, c'est le retour des adversaires du peuple et de l'égalité. Et ce constat fait sur ce moment, ce temps révolutionnaire, eh bien ce constat se transforme en programme politique. De ce point de vue, donc, la contribution de Gracchus Babeuf nous apparaît décisive. Sa correspondance d'avril 1789 témoigne déjà d'un intérêt pour un plan général de réorganisation sociale fondé sur l'égalisation des biens. Toutefois, certains historiens tempèrent. Pour François Furet, Babeuf ne constitue pas, nous l'avons dit, un grand esprit. Il est plus idéologue que philosophe. L'historien voit en lui, je cite, un autodidacte, sentimental et naïf. Le jugement peut paraître sévère ou du moins condescendant. On peut situer Babeuf dans la filiation de Jean-Jacques Rousseau, de Mably ou de Morelly, cité par Georges Lefebvre. Morelly a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le Code de la nature » et qui repose sur le postulat que l'homme est naturellement bon et que tous ces mots proviennent de la notion de propriété. Avant la Révolution, Babeuf, nous l'avons vu, avance notamment l'idée de la division des grandes fermes au profit des plus pauvres. Il réfléchit aux moyens d'éteindre le paupérisme. Et son cadastre perpétuel, dont nous parlons dans le premier épisode, s'inscrit dans cette même réflexion. Puis au cours des années révolutionnaires, eh bien, Babeuf dépasse l'idée de loi agraire, c'est-à-dire le partage égal des terres, et il appelle à une communauté de la terre, exclusive de toute propriété privée, avec une répartition égale des produits entre tous les citoyens. Comme l'écrit, encore une fois, Georges Lefebvre, Babeuf désavoue la loi agraire, car pour lui, une fois le partage effectué, l'inégalité par des voies diverses ne tarderait pas à réapparaître. Le communisme apparaît alors comme la seule solution. Les égaux ont élaboré un plan d'exécution et aussi, pour la première fois, le communisme entra dans l'histoire des événements. Il est inscrit dans un programme révolutionnaire. On peut dire encore que la conception politique de la conspiration doit davantage au jacobinisme qu'à la philosophie des Lumières. En 94-95, Babeuf et ses amis ont pour mot d'ordre unitaire le retour à la constitution montagnarde de 1793, c'est-à-dire à la pratique de la démocratie directe
mais tout en lui reprochant, de manière implicite et non affichée, d'avoir néanmoins maintenu le droit de propriété. Enfin, derrière l'exaltation de la volonté du peuple une et indivisible, on retrouve une logique comparable à celle des Jacobins, mais là aussi les conjurés vont plus loin. On peut voir dans la démarche des conjurés la justification d'une forme de dictature, c'est-à-dire celle des seuls interprètes légitimes de la volonté souveraine, les révolutionnaires les plus purs, désignés comme les égaux. C'est François Furet qui nous dit cela. Comme l'écrit à son tour Georges Lefebvre, les égaux envisagent la dictature sans répudier la démocratie électorale. Ils veulent en ajourner le fonctionnement. Il faut que le peuple ait le temps d'en apprécier les avantages. Les insurgés parisiens éliraient une assemblée à raison d'un membre par département. Les candidats seraient proposés par le comité des égaux. Partout, les magistrats seraient choisis parmi les révolutionnaires. Pour être citoyen, il faudrait avoir fait don à la communauté. Les autres seraient considérés comme étrangers. Ils supporteraient seuls l'impôt et seraient internés s'ils étaient considérés comme suspects. On voit aussi que, comme chez les Jacobins, le domaine politique se voit attribuer un pouvoir étendu que l'on peut juger démesuré. Pouvoir de transformer la société, puis en maintenir le caractère strictement égalitaire. Remarquons aussi au passage un élément significatif dans les textes babouvistes. Le mot liberté semble avoir disparu au profit de celui d'égalité. Alors, comment s'y prendrait-on pour mettre en place une société égalitaire ? Eh bien, dans le récit de Filippo Buonarroti, la répartition des biens doit s'effectuer sous le contrôle de magistrats nommés pour une longue durée par les membres du directoire secret. La tradition du volontarisme politique atteint ici un développement abouti. Et selon l'historien François Furet, notamment, Babeuf emprunte sa conception de l'action politique à Jean-Paul Marat et aux hébertistes. Et le principe en est le suivant. Le peuple a servi, manipulé. Eh bien, ce peuple ne peut être libéré, ce peuple ne peut s'émanciper que par une minorité, avec l'aide d'une minorité insurrectionnelle, une minorité insurrectionnelle clandestine, organisée militairement, décidée à instaurer provisoirement, comme le disait Georges Lefebvre, une dictature au nom et au profit du peuple. Alors pour cela, on s'organise en sociétés secrètes, comme jadis les organisateurs des journées révolutionnaires, et puis on utilise tous les procédés de propagande. On se sert des journaux, on se sert des brochures, des affiches, on se sert des clubs. Et puis, ce qui est important, on essaye aussi de gagner la force armée, comme on l'a déjà fait en 89. On peut dire qu'on retrouve cela en 1848, bien plus tard, quand Auguste Blanqui se prononcera pour l'ajournement des élections et pour une dictature révolutionnaire provisoire. Cette vision de l'action politique et de l'exercice du pouvoir montre tout de même en filigrane l'incapacité de nos conjurés de 1796 à mobiliser les masses populaires pour retrouver l'élan des grandes journées révolutionnaires de 92 ou 93. Finalement, est-ce que les conjurés n'envisageraient-ils pas une révolution sans les masses populaires ? Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que les conjurés, comme le directoire lui-même, semblent, d'une certaine façon, être coupés de ces masses populaires. Alors, tentons une conclusion. La conjuration des égaux peut apparaître, à première vue, comme un épisode mineur de la Révolution française, puisque nous l'avons dit, elle n'a pas mis en danger le directoire. Et pourtant, Jean Jaurès y voyait le frisson le plus ardent de la Révolution.
sa pulsion la plus hardie. Célestin Bouglé, philosophe et sociologue, a même dit « Le babouvisme, c'est la fleur rouge qui éclate au bout de cette tige qu'est la Révolution française. » Le babouvisme évoque le souvenir d'une conspiration véritable, mais aussi d'une doctrine. Le babouvisme n'est pas mort avec Babeuf. Son message nous est parvenu grâce à Buonarroti. Lénine a écrit « La Révolution française a engendré les idées du communisme ». Entre parenthèses, il cite Babeuf, qui, élaboré de façon conséquente, contenait l'idée de l'ordre nouveau du monde. Il s'agit d'un complot peut-être mal préparé, un complot sans véritable soutien populaire. Est-ce que ce soutien populaire a d'ailleurs été réellement recherché ? Un complot rapidement démantelé par un pouvoir qui n'y voit pas une menace décisive. Mais cet échec ne doit pas nous tromper, car la conjuration des égaux laisse derrière elle une chose essentielle, des idées, avec une nouvelle lecture de la révolution qui prend forme, celle d'une révolution inachevée, trahie, confisquée, et qui appelle son accomplissement. L'égalité n'est pas seulement un principe juridique, c'est un objectif social qui exige la transformation complète de la société. En ce sens, le babouvisme ouvre une nouvelle voie qui traverse tout le XIXe siècle et bien au-delà. Derrière l'échec de ce complot, de cette conjuration contre le directoire, se profile ainsi la naissance d'une idée appelée à durer, celle d'une révolution sociale encore et toujours à venir. Je vous raconte s'achève, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode consacré à la Révolution française.